Et puis après, bah, il a fallu, après c'est devenu presque une obligation que tous les pères soient là. Mais tu as des pères aussi qui ont pas envie d'y être et tu as des pères qui y vont, comme tu dis, sans avoir de connaissances, sans avoir rien, parce qu'ils doivent y être. Et tu en as qui veulent s'impliquer, à qui on ne transmet pas l'info de ce qu'il faut faire, quoi. Ouais, Est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner au ouais, papa ouais, pour aider maman à, le vivre le moins mal possible? ouais. Il y a quelques semaines, mon épouse et moi, on a eu rendez-vous avec la sage-femme. Vous savez qu'on attend notre troisième enfant et tout au long de la discussion avec la sage-femme, je me suis rendu compte que malgré que je sois bercé par les sciences, je suis prof de sciences de formation, malgré que ce soit notre troisième enfant, bah, j'avais encore énormément de questions à lui poser, énormément d'incertitudes, énormément de choses que je ne connaissais pas. Et pendant toute la discussion, je me suis dit: «Nom d'une pipe, hem, j'aurais dû prendre un micro, j'aurais dû, enregistrer». Et bah, en fait, quelques jours plus tard, j'ai décidé de la recontacter et de lui proposer qu'on se voit et qu'on discute. L'objectif, c'est d'essayer de fournir au couple, au papa, mais de manière générale au couple, hem, les informations les plus profondes possibles sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum. L'épisode que vous allez voir, c'est un premier épisode qui dure une trentaine de minutes. On aborde le début, on aborde la relation entre les conjoints, on aborde la grossesse, comment on peut aider en tant que conjoint pendant une grossesse, qui se passe bien ou qui se passe pas bien. Et on pose un peu les jalons de ce que va être cette série de vidéos où on va parler de toutes les étapes et où on va essayer de, vous fournir le plus grand nombre possible de conseils pratiques pour tout ce qui se passe pendant cette grossesse. Donc voilà, Muriel est sage-femme, elle est incroyablement douce, elle est incroyablement, attentionnée et elle m'a dit qu'elle prendrait le temps de répondre à mes questions. On doit se voir, plusieurs fois pour, créer cette série de vidéos. Donc n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à poser les questions et je les relayerai à Muriel et ben, on utilisera en partie vos questions pour avancer dans l'entretien. Merci, n'hésitez pas à vous abonner et je vous laisse avec, notre rendez-vous à Muriel et à moi. Bien le bonjour, merci de me recevoir. Ouais, Ici, on enregistre un format long, on va pouvoir discuter de plein de choses. C'est un peu différent de tout ce qui est, télévision et cetera, où ça doit être très court et très, mmh percutant. Hem, j'ai eu la chance de te rencontrer, bah, il y a quelques années pour la naissance d'Henri, mh. qui va avoir 4 ans. Hem, oh, donc tu es sage-femme depuis 20 ans. Ouais, J'ai cru comprendre dans la discussion que c'était pas ta première re orientation. non, Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer le parcours par lequel tu es passée et ouais, qui t'a amenée vers le métier de sage-femme? ouais. Alors, je j'ai d'abord, fait des études d'infirmière, ce qu'on appelait à l'époque infirmière graduée. Et puis j'ai eu l'occasion, j'ai rencontré mon mari très tôt, j'ai eu l'occasion de m'émanciper, enfin de trouver ma liberté. Et donc j'ai été d'abord travailler en tant qu'infirmière dans des services banalisés, en ayant toujours quand même, depuis le début, j'aurais bien voulu être sage-femme, mais j'avais besoin d'être libre quelque part. Donc j'ai été travailler dans un gros hôpital liégeois, où j'ai travaillé dans un service d'abord de gastro, de chirurgie gastro, et puis essentiellement en neurochirurgie. Après, j'ai eu 3 enfants, 3 grossesses compliquées, avec 2 naissances de gros prématurés assez compliquées, et à l'époque, pas d'accompagnement pour ça. Un gynéco qui était vraiment très chouette, mais pas assez disponible pour répondre à des questions, pour me rassurer dans le quotidien. Et donc, je me suis dit: «Ah oui, mais quand même, je pense que moi, j'aurais bien voulu d'avoir un autre accompagnement, de faire autre chose».
Donc je vais retenter le coup en étant sage-femme parce que j'ai vraiment envie d'accompagner les gens différemment que ce que moi j'ai été accompagnée. Ok. Donc ça part de là, en fait, mais tout en sachant que je voulais faire sage-femme aussi. Enfin, j'hésitais quand même quand j'ai fait mes études d'infirmière. Donc au moment où mon troisième enfant, Simon, a eu 18 mois, j'ai repris mes études de sage-femme, tout en travaillant toujours à l'hôpital, mais alors sur le secteur de la maternité. Et donc j'ai refait 2 ans d'études tout en travaillant pour devenir sage-femme. Et donc j'ai été diplômée sage-femme fin juin de 2004. D'accord. Voilà. Donc je viens d'entendre, Mhm, tu as repris des études pour être sage-femme, mhm, alors que tu venais d'accoucher pour la 3e fois, mhm. et que tu continuais à travailler. Oui, oui, parce que ça c'était l'équilibre qu'on avait eu avec mon mari, c'est que il fallait bien continuer à avoir des sous pour élever nos 3 enfants. Et donc la condition pour que je reprenne mes études, c'était de travailler à mi-temps à l'hôpital. Donc j'enchaînais des nuits et puis mes gardes alors, parce qu'il y avait des gardes à l'époque quand on faisait nos études de sage-femme, les gardes alors pour l'école, des cours, enfin voilà. Donc, D'accord. et pour ça j'ai eu des profs exceptionnels qui ont pu m'aider à accommoder les 2 horaires pour pouvoir être diplômée alors comme toutes mes collègues en juin 2004. Bravo. Mhm. Sauf que tu t'arrêtes pas là. Non. Moi, je suis allé voir sur internet ce qu'on pouvait trouver quand on tapait ton nom. T'enseignes en haute école. Oui, Et tu es présidente de l'Union professionnelle des sages-femmes de Belgique. oui. Oui. Donc depuis mon diplôme et même l'année avant aussi mon diplôme, j'ai été compagnonnée aussi pour pouvoir être sage-femme indépendante aussi. Parce que ça, tu le trouves peut-être pas sur Internet. D'accord. Donc, depuis toujours, je travaille comme sage-femme indépendante. Et puis, en effet, j'ai eu un 4e enfant avec les difficultés qu'il a actuellement. Et donc, le travail en hôpital devenait assez compliqué avec 4 enfants et un enfant avec des besoins différents. Donc, j'ai eu l'opportunité d'enseigner, de démarrer en 2008, en haute école à Elmo, enfin qui est devenue Elmo maintenant, en Julienne Elmo, où je travaille toujours comme enseignante et depuis 2 ans maintenant, je suis présidente de l'Union professionnelle des sages-femmes belges. Donc, tu as un regard un peu en Macro. hauteur sur le métier. Ouais. Ça nous permettra aussi Ouais. de pouvoir asseoir un petit peu au-delà des centaines de bébés que tu as aidés à naître. Ouais. Enfin voilà, tu as un regard sur le métier de sage-femme et sur les retours que tes collègues doivent t'avoir donnés. Ouais. Voilà. J'ai envie de te poser une première question. C'est un bébé dans 90... Enfin, dans quelle proportion, j'ai pas envie de donner de proportion parce que je la connais pas, dans quelle proportion est-ce qu'un bébé naît sans problème? Alors, à partir du moment où on a une grossesse physiologique, enfin non pathologique, qu'on appelle maintenant à bas risque, parce qu'on les classe maintenant à bas risque, à moyen risque et à haut risque. Donc les grossesses dites à bas risque, 99% des bébés naissent sans souci. Et la proportion de grossesse à bas risque, c'est? Ah, je ne l'ai pas comme ça. Ok. Mais je peux te la retrouver sans souci. C'est plus de 50%, Oui, c'est plus de 80%. oui, on est à sensiblement plus de 80% Ok. de grossesses dites à bas risque. À l'heure actuelle, on a quand même, alors lié à l'alimentation des gens, lié à beaucoup à l'environnement, à tout ce qu'on appelle l'épigénétisme aussi. Il y a pas mal de pathologies qui apparaissent qu'on n'avait pas avant. Il y a ça. Il y a le fait aussi que les femmes sont enceintes de plus en plus tard. Ça, tu as dû le voir. Ça veut dire que la moyenne d'âge est entre 32 et 35 ans. Et donc, on a des pathologies quand on a des bébés plus tard qui ont tendance à augmenter aussi.
Donc, on a de plus en plus quand même de grossesses dites à moyen risque et à haut risque liées à tous ces environnements. Oui, mais donc il y a des grossesses qui sont classées à moyen risque ou à haut risque uniquement parce que le chiffre de l'âge de la maman augmente. Si la maman est en bonne santé, si, il y a Ça, tout dépend. Il aucune... y a beaucoup de paramètres, en fait. C'est ça, OK. Mais on a des taux, par exemple, de diabète gestationnel qui augmentent beaucoup. On a des taux d'hypertension artérielle chez la mère qui augmentent beaucoup aussi, OK. qu'on ne voyait pas avant. Mais ce que je voudrais rappeler quand même, parce qu'on va parler certainement de choses impressionnantes, Oui, ça reste hors de la norme. oui, On est au départ, on va dire à la louche, 80% des oui, accouchements qui se passent magnifiquement bien, oui, d'accord? oui. Parce que je crois que ça aussi, c'est quelque chose, c'est internet, les réseaux sociaux et les discussions que les gens peuvent avoir entre eux, c'est Mhm, une loupe grossissante sur la partie problématique de la mhm, grossesse, de l'accouchement, oui, qui ne met en valeur ou ne met en évidence que ce qui s'est mal passé. exactement. Mais ça fait partie de l'être humain. On raconte ce qui se passe mal parce qu'on a survécu à quelque chose qui se passe Tout pas à fait. bien, tu vois. Donc ça, voilà. Mais c'est clair qu'on ne parle pas assez des grossesses qui se passent bien, des accouchements qui se passent bien. Voilà. Et oui. Voilà, je voulais quand même commencer par là et Mhm. dire que pour la majorité des couples qui vont avoir un enfant, Bien sûr, ça va superbement bien se passer. bien sûr. La grossesse se passe bien, l'accouchement se passe bien. Oui, oui, vraiment, aucun souci sur ça. Euh, Aujourd'hui, on va se focaliser sur le rôle du papa Ouais, dans tout le processus. ouais. Et tu les as cités, il y a la grossesse, il y a l'accouchement, on parlera aussi de la suite, Du ce postpartum. qu'on appelle le postpartum, et de la place que peut prendre le papa, s'il le veut, Ouais. dans toutes ces étapes-là. Hem, Dans une grossesse classique qui se Mhm, passe bien, mhm. heu, pour rappel, la grossesse, à peu près 9 mois, Ouais, heu, alors on parle en semaine, si tu en voilà, semaine d'aménorrhée. d'accord. Hem, Est-ce que toi, en tant que sage-femme, tu vois déjà un rôle intéressant particulier du papa Mhm. dans le cas d'une grossesse qui se passe bien? Oui, 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 oui. Alors, évidemment, le père est un peu la base aussi, hein, le soutien. Donc, il a une place importante dans l'écoute de la maman et dans l'aide qu'il peut apporter, dans le fait de peut-être garantir aussi une activité physique avec elle. Enfin, tu vois, ce genre de choses-là, garantir une bonne alimentation. Enfin, voilà. Je pense que la grossesse, c'est un travail d'équipe, en tout cas quand il y a un papa. C'est un travail d'équipe et on se soutient mutuellement dans ça parce que la grossesse, il y a quand même des émotions qui passent avec des hormones, etc. Et donc, c'est de répondre aussi aux inquiétudes de la maman avec un autre regard. Enfin, tu vois ce que je veux dire, un regard un peu plus Ça, ce serait intéressant quand même d'avoir, distant. heu, une discussion. Ce sera peut-être pas pour aujourd'hui parce que je pense que c'est relativement technique et que, il Mhm, y a pas mal de choses à aller chercher, mais, hem, tu viens de le dire, les hormones de la maman vont jouer un rôle, sur la grossesse, mais aussi sur mhm, son état, psychique, mhm, et je pense que pour être prêt à subir, parce que parfois c'est compliqué, les changements d'humeur et les changements de motivation, et cetera, de la maman tout au long de la grossesse, mhm. c c'est bien d'être préparé à savoir Oui, qu'il y en a, ce ouais. que c'est et ce qu'on peut faire Et pour que ce n'est l'aider. pas dirigé contre vous, Et que les ce n'est femmes. pas, voilà, Ouais, c'est pas c'est dirigé ça, c'est contre pas, nous. c'est vraiment quelque chose de très fluctuant et d'un coup, elle peut passer du rire aux pleurs, à la colère. C'est vraiment des bouffées d'hormones qui sont là, mais qui sont absolument pas dirigées contre les papas, pas du tout. Et ça, c'est intéressant quand même que, en effet, comme tu le dis, que vous soyez mis au courant pour peut-être apaiser ça. Ou ne pas rentrer dans un conflit en Mmh. pensant que c'est lié à vous. Voilà, ça Ouais. encore encore un vaste Ouais. sujet.
Euh, de plus en plus, on parle de projet d'accouchement. Ouais, Alors, projet de naissance, ouais. pour projet de naissance, euh, qu'est-ce que c'est un projet de naissance? Ouais. C'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment est-ce que le papa peut s'impliquer dans ce projet de naissance? Ouais. Alors, le projet de naissance, j'ai des collègues bruxelloises qui appellent ça un souhait de naissance. Je trouve que c'est plus juste parce que ça ne demande pas une obligation de réussite. Oui. Mais donc ce fameux projet de naissance, c'est aller préparer ensemble, papa et maman, ce qui est l'idéal de l'accouchement, dans les mesures des possibilités de l'endroit où vous allez accueillir votre bébé. Ça veut dire qu'on va mettre par écrit nos souhaits pour cette naissance qui vont être donnés en fait à l'équipe soignante, donc au gynéco qui vous suit, aux sages-femmes qui vont vous accueillir, pour qu'elles puissent vous connaître dès l'arrivée, qu'elles puissent savoir quel est l'idéal de votre accouchement et de pouvoir mener le plus loin possible votre projet. Oui, Ok. je suis claire dans ce que je dis? Oui, non, c'est très clair. Et donc ça permet aux sages-femmes qui ne vous connaissent pas, puisque quand vous arrivez à l'hôpital, c'est pas forcément avec votre sage-femme, de vous connaître un petit peu dès le départ et d'aller au mieux pour que l'accouchement se passe au mieux. On sait que les projets de naissance rassurent beaucoup les parents, et donc si les parents sont rassurés, on va vers un accouchement plus physiologique, plus serein, dans lequel on a pu aussi discuter beaucoup avec les différents professionnels de la santé qui vont intervenir dans cette naissance, et donc permettre aux parents de faire des choix éclairés. Et donc de ne pas être forcément au combat avec, tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à Au fait. combat avec le personnel, et d'être beaucoup plus serein dans cette naissance. Oui. Et Si. de ne surtout pas regretter, pardon, je m'emballe, hein, Non, vas-y, et vas-y. de ne surtout pas regretter de ne pas avoir fait des choses, d'apprendre par après que tu aurais pu faire des choses, et de ne pas regretter d'avoir fait des choses qu'on t'a obligé de faire, que tu as senti qu'on t'obligeait de faire. C'est ça. Tu vois? Donc c'est vraiment d'avoir une communication entre les différents intervenants pour que l'accouchement se passe au mieux. Et donc, oui. Alors si ça se termine par un accouchement physio, c'est ok. Mais si ça se termine parfois par un accouchement moins physio, au moins on aura un peu balisé des choses pour que ça se passe au mieux. C'est ça. Voilà, c'est Alors, ça un projet de naissance. Si je résume un peu l'histoire, c'est si tout est écrit à l'avance et Ouais, que l'équipe qui va encadrer l'accouchement ouais, est au courant de ce qui est écrit, ouais, il y a de beaucoup plus grandes chances pour que ça se passe ouais, plus sereinement, ouais, pas nécessairement mieux médicalement parlant, mais plus sereinement, ouais. et donc que ce soit mieux vécu, quoi. Oui, mais il faut aussi savoir que c'est pas parce que tout est écrit que forcément ça va se réaliser non plus. C'est ça. On est d'accord. Parce que on n'a pas les cartes en main du jour de la naissance, on ne sait pas ce qui va se passer, et tout peut arriver à tout moment, d'accord? Mais au moins, on sait quelles sont vos sensibilités pour cette naissance, tu vois? Donc le fait que ce soit écrit ne demande pas une obligation de réussite, mais permet de vous connaître dans vos sensibilités pour essayer d'y parvenir. Ok. Tu comprends Oui, ce je que je veux comprends dire? tout à fait. Construire un projet de naissance à deux, Oui, ça implique qu'on parle. oui, Et c'est il y ça. a des couples qui parlent peu, Oui, qui parlent à mon sens pas assez. Ce sera aussi ouais, une discussion, ou en tout cas quelque chose que je voudrais aborder ouais, dans mon podcast. Et il y a quelque chose que j'ai pas découvert, mais en tout cas qui m'a traversé l'esprit pendant qu'on était ici en consultation avec mon épouse, c'est que là, il y a un rôle de la sage-femme à jouer, ouais, où tu joues un peu le rôle de médiatrice, où tu ouais, poses les bonnes questions, où tu as en face de toi les deux personnes qui ne se regardent pas elles-mêmes, et où tu vois les deux réactions, ouais, et où tu entends l'un parler, et où tu vois la réaction de l'autre, et tu donnes la parole. Enfin, tu vois, il y a ouais, une forme de dialogue qui s'installe, ouais, et qui permet parfois de briser la glace, probablement, ouais, qui permet aussi de justement mettre des mots sur des envies, mettre des mots sur des besoins, ouais, mettre des mots sur des limites, ouais, et qui permettent de construire le projet de ouais, naissance comme ça.
Est-ce que toi, ça t'arrive de participer à cette construction vraiment activement, dans le sens où on prend Ouais. un papier, on note, et Oui, cetera? oui, oui. Oui, oui, bien sûr, il y en a qui le font en direct. En tout cas, ils ne rédigent pas complètement là, mais prennent des notes de «Ah oui, j'aurais pas pensé à ça» ou au cours de la discussion, je un 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 des éléments du couple, je sais pas comment je peux appeler, Ouais. voilà, un des éléments du couple, émet un souhait et en fait, l'autre côté, que ce soit papa ou maman, disent: «Ah bah oui, mais ça tu m'avais pas dit. Ah bah je savais pas ça. Ah bah je ne savais pas que tu avais peur de ça». Enfin voilà et donc c'est à ce moment-là aussi que tu te rends compte qu'en fait, en effet, on parle peut-être un peu des choses, pratico-pratiques de la naissance, mais de vraiment comment on a envie que ça se passe, ah bah, souvent, c'est ici que ça se fait quand on laisse la parole, pour le faire, tu vois? C'est ça. Et donc c'est à ce moment-là aussi que parfois, elles prennent des notes en disant: «Ah bah oui, mais j'avais peut-être pas pensé à ça». Enfin, je dis «elles» parce que c'est souvent les mamans qui Ouais, prennent des ouais, notes. tout à fait. Alors très régulièrement des papas aussi, hein, sur leur GSM eux. Mais et qui se disent: «Ah mais oui, mais ça moi j'avais pas pensé». Parce que souvent, elles ressortent en fait des projets de naissance déjà tout faits, Mmh, que tu trouves sur internet. c'est ça. Et ici, moi j'aime bien que ce projet, et je leur dis toujours que ce projet doit venir d'eux. Parce que le projet d'internet, la checklist, c'est bien beau, mais maintenant ça se fait pratiquement dans tous les hôpitaux. Mmh. D'accord? Mais le projet de naissance, ça doit venir d'eux. Ça peut être un projet extrêmement physiologique avec des demandes par exemple, d'être tout seul à l'accouchement, enfin, tu vois, des choses un petit peu physiologiques, mais des parents aussi qui ont vécu un accouchement très traumatique et qui vont mettre sur le papier les craintes Mmh. et le vécu de cet accouchement-là et ce qu'on peut mettre. Et alors, on discute beaucoup de la possibilité de mettre en place des choses qui vont leur permettre de vivre mieux ça. C'est ça. C'est-à-dire parfois d'avoir un monitoring en continu, enfin, tu vois, des choses. Ouais. Donc, ce projet, il doit être très personnel. Et souvent, les couples, en fait, ne parlent pas de ça vraiment. Ils parlent du côté pratico, mais pas du côté «Ah oui, ah mais je ne savais pas que ça c'était dur pour toi, quoi». Tu vois, donc et c'est pour ça que moi, j'arrive à un peu ouais, alors ça, c'est l'habitude, c'est de voir comment il y en a un qui réagit, de aller le chercher un peu dans ça pour qu'il puisse le dire, Mmh. tu vois? Hem, Ouais. il y a toute une série d'étapes pour la préparation à l'accouchement. On a parlé Ouais, du projet de naissance, mais il y a plein de possibilités qui sont offertes aux mamans, aux oui, papas, aux couples ouais, pour, préparer l'accouchement. Moi, j'ai retenu, l'aptonomie, ouais, des séances de gestion de la douleur, ouais, il y a certainement d'autres choses et les rencontres avec la sage-femme, ouais. en sont aussi. Hem, c'est quoi la place du papa dans, toute cette, préparation à l'accouchement? Est-ce que, c'est intéressant qu'il aille chez le gynéco? Est-ce que c'est intéressant qu'il aille chez la Ouais, sage-femme? Toutes ces réunions, enfin ces réunions, se rencontre. ces possibilités de préparation à l'accouchement en autonomie, en gestion Mmh. de la douleur, et cetera. Alors moi, ça, je pense que ça appartient à chaque papa. Tu as des papas qui vont s'investir, vraiment et qui ont enfin limite, ils seraient bien enceintes à la place de leur femme, tu vois? Et donc qui viennent à tout. Après ça aussi, je pense que ça dépend du papa, mais ça dépend du couple aussi. Tu as des femmes parfois qui n'ont pas forcément envie que leur homme vienne, avec elles, peut-être chez le gynéco ou peut-être, dans une rencontre. Moi, j'ai de temps en temps des mamans qui viennent toutes seules dans les rencontres, quand on vient parler du périnée, par exemple, tu vois? Ça, je crois que ça appartient à chacun. Moi, ce que je me dis toujours, c'est que ces préparations et ces rencontres permettent en fait, dans la vie qu'on a actuelle, de bouger dans tous les sens et de ne pas prendre le temps de OK, chez moi, on prend enfin, je parle en jeu, hein, Mmh. d'accord? On prend le temps de se poser au minimum 1 heure et demie sur ce trajet de naissance et sur ce bébé à venir. Et donc ça permet au couple d'être là avec leur bébé, tu vois? Et donc ça, souvent, tout le monde est preneur. Après, l'aptonomie, on sait pas le faire sans, le parent, le coparent, d'accord? Enfin, il y a, enfin moi je fais pas d'aptonomie, mais il y a un contact à avoir et cetera. L'aquagym, elle pourrait aller toute seule, mais le papa aime bien aller aussi parce que de nouveau, c'est un moment de, pause dans cette vie où on se croise souvent, Mmh. tu vois? Et donc je trouve que ces grossesses, ce trajet de naissance permet au couple aussi de se poser un peu en couple et
peut-être se redécouvrir, se découvrir et avancer moi, je trouve ça très intéressant parce que ils façonnent leur parentalité ensemble. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, oui, tout à fait. Donc, c'est intéressant. Mais après, c'est pas parce qu'un papa ne vient pas aux consultations où on rencontre qu'il est un mauvais papa. Tu comprends? Chacun le vit comme il a envie de le vivre. C'est la grossesse et plus la grossesse que le postpartum, c'est un petit peu pas concret pour les papas, d'accord? Les mamans, elles sont habitées, elles sont pleines d'hormones, ça vit enfin, elles sont deux, tu Oui, vois? oui, tout à fait. Tandis que le papa, c'est: «Ah oui, viens mettre ta main. Ah bah non, bah tiens, justement, il bouge plus». Ou, bah, tu pas plein d'hormones, tu subis les hormones de ta femme. Et donc t'es un peu en enfin, c'est complètement différent. Ça devient pour la plupart des papas, ça devient concret à la naissance, quand ils ont leur bébé dans les bras, C'est ça. tu vois? Alors même si tu vois un peu sur une échographie, oui, c'est beau, mais bon, Moi, ouais, c'est une je me photo, quoi. souviendrai toute ma vie, à la naissance de Constant, mon aîné, Ouais. hem, quand on me l'a mis dans les bras, donc j'ai participé à la pesée et Ouais, cetera, voilà. ouais. C'est là que dans ma tête, je me suis dit: «OK, ça y est, c'est parti». Ouais, ouais. Tu vois, hein? Et donc voilà, c'est vrai, on participe, enfin, chacun à sa manière, mais on Mmh. participe aux préparatifs, on aide, on Tu fais la construit le lit, la chambre, chambre, tout ça, ouais. voilà. Mais il n'en reste pas moins que c'est un projet qui est abstrait et que la première fois qu'on tient son enfant dans ses mains, heu, C'est là où tu deviens papa, hein. ça rend les choses, totalement différentes. Ouais, ouais, et c'est là où vous devenez père réellement. Après, tu l'es déjà, hein, on est d'accord, mais souvent, pour beaucoup de papas, et c'est souvent ce qu'ils nous disent, c'est en fait, moi, quand je l'ai eu dans les bras, bah ça y est, je sais que, Mmh, et je tombe en amour tout de suite. tout à fait. Mais voilà. Hem, Imaginons que, Mhm. pour des raisons, variées, hein, il y a plein de raisons pour ça, mais que maman soit alitée, qu'elle ait, des soucis plus ou moins intenses Oui, et qu'elle ne soit pas en mesure de pouvoir, vivre une vie classique, ouais, pendant sa grossesse. ouais, Est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner au ouais, papa ouais, pour aider maman à, le vivre le moins mal possible? ouais, se faire aider, ne pas devoir tout porter, c'est pas possible. OK. Donc c'est vraiment se faire aider. Et à l'heure actuelle, beaucoup, alors il y a quand même beaucoup de gens isolés, hein, on est d'accord, et malheureusement ça s'accentue, mais quand on a la possibilité, c'est appeler à l'aide. Alors c'est pas parce qu'on appelle à l'aide qu'on n'est pas capable de, d'accord? C'est justement, ça nous permet de ne pas nous épuiser pour pouvoir accueillir le bébé comme... Voilà, bah, vous venez de voir, la première partie de l'interview avec Muriel. On termine cette interview avec quelque chose qui me semble extrêmement important, qui est: vous ne devez pas rester seul. S'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous restez seul, vous allez vous épuiser et vous ne pourrez pas donner le meilleur de vous-même à votre épouse et à vos enfants, si vous en avez déjà. Et donc n'hésitez pas, vous avez une famille proche, vous avez certainement des amis aussi. Il y a aussi des services, et ça on en parlera, avec Muriel dans la prochaine, interview. Il y a des services qui sont là pour aider les parents, en cas de coup dur, et donc quoi qu'il arrive, vous ne devriez pas être seul, et s'il vous plaît, ne le restez pas, ne vous entêtez pas, ça n'a pas de sens parce que vous allez, vous épuiser et vous n'aurez pas la possibilité d'encadrer au mieux votre, épouse et vos enfants. On se revoit bientôt avec la suite de l'interview. Moi, je garde un œil sur les commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions et je les relayerai à Muriel. Merci beaucoup et à la prochaine.